Et vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans Courbet. Alors aujourd'hui, une émission sur Eugène Carrière. On vous a parlé d'une exposition au musée Eugène Carrière. C'est Eugène Carrière, peintre et humaniste. Alors le musée Eugène Carrière, c'est un petit musée qui est à Gournay-sur-Marne, le long de la Marne, et qui est vraiment un petit bijou, et dont son existence tient en fait à une petite équipe de bénévoles, dont Sylvie Le Graciet, qui est qu'on peut appeler qui est conservatrice et qui gère toute l'œuvre d'Eugène Carrière. Nous avions eu le plaisir de rencontrer Sylvie Le Graciet en 2015, et en fait j'ai réécouté cet entretien. Il est encore complètement d'actualité et en phase avec l'exposition qui est aujourd'hui présentée au musée. Donc aujourd'hui ça va être à nouveau la diffusion de cet entretien que nous avons eu, un entretien assez long avec Sylvie Le Graciet, où nous circulons de salle en salle dans ce petit musée. À Racaille, pour une émission consacrée ce matin au peintre et lithographe Eugène Carrière, voilà, qui a fréquenté des compagnons comme Élisée Reclus et comme Verlaine, Rodin, Faure. Voilà. Fort. Ouais, voilà. Voilà, donc on s'est rendu à Gournay-sur-Marne. J'avais pris rendez-vous avec la conservatrice de ce musée, et qui est une femme admirable, qui a une connaissance très pointue d'Eugène Carrière, en fait, qui est arrivée à Eugène Carrière par l'histoire locale de Gournay, parce que Eugène Carrière est né à Gournay-sur-Marne. Bon, il n'y est pas resté très longtemps, et donc pendant plus de 2 heures, elle nous a consacré son temps, nous en faire une visite privée qu'on a enregistrée et qu'on va passer à l'antenne, que j'ai scindée en 3 parties. Et donc merci beaucoup à Sylvie Le Graciet pour toute cette disponibilité. Et donc on a pu apercevoir donc les diverses faces d'Eugène Carrière en tant que effectivement ouvrier lithographe, peintre, penseur et surtout un très grand humaniste. Ouais, très important. Voilà, et à ce propos justement, j'avais noté un petit texte qui était dans une des salles, donc je vais le lire, puis on va mettre après on va passer après Sylvie Le Graciet. Voilà ce que dit Eugène Carrière en 1898. C'est à l'esprit de tolérance qu'il faut marcher. Il y aura toujours des différences entre les hommes et sous toutes formes et nuances. Il est donc important qu'il sache que chacun a le droit d'avoir la nature qu'il a sans que cela puisse choquer le voisin. Je suis donc pour la plus entière liberté. Le mal sera libre, mais le bien aussi. Cela suffit. Je suis rassurée car le bien c'est la vie et le mal la mort. La vie sera toujours victorieuse. Ouais, merci Eugène. Voilà, donc on va visiter le musée donc en compagnie de Sylvie Le Graciet. Donc voilà, la première partie, c'est dans l'ordre des salles. Vous allez voir, c'est tout petit. Voilà, une collection qu'on a en partie, enfin le fond qui vient de Michel Carrière, il est décédé depuis de nombreuses années, le petit-fils donc de Carrière, et qui était chargé par la mémoire familiale justement d'entretenir son souvenir. Et puis on a racheté un certain nombre de choses. Alors au fur et à mesure des possibilités, bien entendu, donc on n'achète pas du tableau par. Ça, c'est ce qu'on a voulu aussi montrer avec les 3 termes du titre de l'exposition. Eugène Carrière, peintre, ça c'est un lithographe, ce qu'on connaît un petit peu moins, et puis penseur, qui est aussi un autre versant. Et nous ici, on a toujours cherché à présenter cette facette aussi de l'homme, de l'humaniste, de la personne qui s'est beaucoup engagée dans certains combats. Et voilà, parce qu'on ne peut comprendre sa peinture, à mon avis, qu'en comprenant l'autre facette et voilà, et vice-versa. Ici, donc, on est dans ce qu'on appelle, nous, la petite salle des autoportraits, puisqu'on a 2 autoportraits de Carrière, l'un à la sanguine et de profil, et l'autre de face. Et c'est un autoportrait qui est intéressant, il est daté de 1903, et Carrière est vraiment, je dirais, au fait de son art, de sa personnalité. C'est quelqu'un qui au départ est plutôt timide, qui s'engage assez peu, qui a une parole un peu hésitante. Et au fil des années, et puis surtout toutes ces rencontres avec les grands auteurs de l'époque, tout ce foisonnement intellectuel très 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 riche qu'il va fréquenter, qui va prendre de l'assurance, et là on est vraiment dans cette époque-là de Carrière. Alors avec aussi une dimension européenne,
puisque Carrière est aussi quelqu'un qui va qui va aussi être intéressé par des artistes comme par exemple Klimt. Klimt demandera à rencontrer donc Carrière, la rencontre ne se fera pas. Vous allez voir après une affiche pour l'affaire Dreyfus qui fait étonnamment penser au cri de Munch. Et voilà. Et donc Carrière a cette dimension européenne également par le fait que sa mère était allemande. Et donc Carrière parle allemand. Et on est quand même à une époque où, pour beaucoup de gens, l'horizon est quand même au bourg qui se trouve donc à 1 heure de trajet. Donc. Et il a quand même, je crois, de par sa mère et de par sa connaissance donc d'une autre langue, je crois une ouverture d'esprit qui est importante. Alors ici vous avez son père et sa mère, Elisabeth Wetzel et Léon Carrière. Bien entendu, nous, notre légitimité tient de sa naissance à Gournay. Voilà, en 1849, ce qui fait que c'est un artiste qui est absolument contemporain de, je dirais, gens comme Rodin, dont il va devenir un des plus proches amis. Donc on va le voir donc après. Mais il est resté longtemps sur Gournay ? Non, alors il faut être honnête, il est resté relativement peu de temps. Nos travaux ont montré que c'est jusqu'à l'âge de 4-5 ans, donc vous voyez, bon. Mais Gournay a quand même eu sa petite importance parce que donc son père, donc Léon, qui est lui-même fils de peintre, donc il sait ce que c'est, ce qui va attendre son fils, et donc il refuse absolument que Carrière, donc qui est placé au départ comme ouvrier lithographe, puisse abandonner ce métier qui néanmoins peut le faire nourrir, peut le nourrir, et donc il refuse absolument donc qu'il suive cette carrière de peintre. Et Carrière va s'adresser à son département de naissance, donc au Conseil général de la Seine-et-Oise, pour pouvoir demander une bourse d'études qui lui permettra pendant 4 années de suivre les cours de l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Cabanet. Et alors il y a un débat qui est tout à fait savoureux, parce que tout ça est retranscrit, et alors justement, le maire de l'époque dit « Ah oui, mais Carrière n'est pas resté très longtemps sur la commune. » Et puis je ne sais plus qui sort « Oui, mais il a été engagé volontaire pendant la guerre de 70. » Ce passage à l'école des Beaux-Arts lui laissera pas un souvenir impérissable, à tel point que lorsqu'il ouvre lui-même une académie de peinture dans les années 1890, et académie qui va recevoir quand même Matisse, Derain et donc les futurs fauves, Carrière, lui, va prendre l'exact contre-pied de tout ce qu'il aura subi, parce que c'est dans ces termes qu'il en parle, à l'école des Beaux-Arts. Et avec une grande nouveauté, c'est que l'Académie Carrière va devenir une des toutes premières, peut-être la première, on n'a pas pu le démontrer, académie mixte à Paris. Voilà. Alors l'Académie, les Beaux-Arts seront quand même interdites aux femmes dans l'intégralité de l'enseignement jusqu'en 1903. Et donc, alors il y avait bien des académies privées qui recevaient donc des cours pour ces demoiselles, mais c'était des cours qui étaient séparés des hommes. Chez Carrière, on étudie le modèle nu, hommes et femmes, côte à côte. Et ça, c'est d'une irrévérence, d'une inconvenance. Alors ici, vous avez des objets aussi qui lui ont appartenu, mais ça, c'est une palette de jeunesse. On en connaît 3, donc celle-ci. L'autre est au musée d'Orsay et l'autre est au musée de Strasbourg. Mais on a déjà les savants mélanges de terre, vous voyez, qu'on peut retrouver, les ocres qui vont faire la peinture même de Carrière. Petit bidon de térébenthine, dont Carrière se servait non seulement pour nettoyer ses pinceaux, mais aussi, vous voyez, il en imbibait des chiffons pour donner ces effets de balayage qu'on peut voir dans ça. Et l'an prochain, nous allons avoir, je viens d'avoir l'accord de principe de la Société de géographie, nous allons avoir le très beau portrait d'Élisée Reclus pour Carrière, et qui est, alors j'espère qu'il n'est pas en trop mauvais état, entre parenthèses, et
qui est un portrait tout à fait étonnant, avec justement ces mouvements de balayage. On a l'impression que la tête de Reclus sort d'une sorte de maelstrom, c'est tout à fait étonnant. Ils avaient un lien particulier, Carrière et Reclus? Alors ils avaient un lien particulier qui était Élie Faure, le neveu de Reclus. Élie Faure, qui est alors journaliste dans un journal de Clémenceau, fait un compte-rendu tout à fait élogieux. Je crois que ça date de 1902. Et donc les deux hommes, qui sont d'une génération différente, vont se rencontrer. Et il y a quelque chose tout de suite, bien entendu, sur les idées, puisque Faure va d'ailleurs dire de ses lettres, dire à Carrière, sans lui demander, je vous ai mis bien entendu à la tête du comité. Enfin bon, voilà, il n'y avait même pas besoin de demander. Et puis, il y a quelque chose, voilà, mais il y a quelque chose qui va au-delà de ça. Et Élie Faure écrira même, je ne me souviens plus exactement les termes, mais je vous ai aimé plus que mon propre père. Vous voyez, donc, pour écrire ça à quelqu'un, c'est quand même d'une force très importante. Ouais. Et puis Élie Faure est un des biographes de Carrière, une très très belle biographie. Voilà. Alors ici vous avez une sélection en fait de photographies extraites d'un album de 480 et quelques photos, donc de 1880 jusqu'en 1914, et parmi lesquelles vous avez les seules photos de Carrière et de Rodin existantes, en tout cas que l'on connaisse, et dont nous avons prêté les originaux d'ailleurs en 2006 au musée d'Orsay pour justement l'exposition Rodin-Carrière. Voilà, vous avez Rodin dans son petit coin, le père Carrière qui est ici, Madame Carrière Sophie là, et puis toute là. Avec son gendre, ils étaient fondateurs de l'école de la rue, qui était un mouvement d'éducation populaire. Et c'était un père qui était assez attentionné. Les enfants ont vraiment eu une éducation très libre par rapport à l'éducation conventionnelle. Ici, vous avez Jean-René, qui est donc le seul fils vivant, puisque Léon mourra. C'est lui d'ailleurs qu'on voit au musée d'Orsay, le tableau L'enfant malade. Et donc il a été, voilà, il est devenu sculpteur, et c'est lui qui a fait cette tête de Carrière. Voilà. Une photo assez rare, puisqu'une photo d'extérieur et en cheveux, comme on disait. Jean-René et Nelly, et la petite fille de Nelly qu'on retrouve ici, est administratrice de notre association. On va voir Carrière après à son pinceau. Alors on a restauré donc et numérisé tout cet album de photographies. Alors là, Louis-Henri de Villez, qui était un maître de forge, qui est devenu un ami et mécène de Carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi lui qui le fait descendre dans les mines, voilà, en 1887. Ici, les deux lithographies qu'on lui commande pour l'exposition universelle de 1900. Parce qu'il faut voir que Carrière a aussi toujours ce double aspect qui peut sembler un peu paradoxal, d'être à la fois un artiste précurseur, isolé, hors de tout mouvement, et en même temps d'être quelqu'un qui va suivre une carrière de peintre un peu officielle, avec sa participation donc dans les salons, parce que c'était aussi la seule manière de pouvoir exister, rencontrer éventuellement les amateurs, et puis faire vivre sa peinture. Alors je vous disais pas tout à fait, parce que vous avez ici l'affiche pour le pavillon de la métallurgie avec l'heure, et ici le pavillon des mines avec le mineur. Et en fait, Carrière n'a pas représenté des mineurs. Il s'est représenté en mineur. Ce sont deux autoportraits, mais celui-ci est aussi un autoportrait. Alors, on parle à sa femme de cette descente donc dans les mines. Il fait référence à Germinal. Voilà, on est 2 ans après sa parution. Et bon, c'est intéressant, mais alors oui, on peut expliquer en disant qu'il a effectivement eu
suffisamment de compréhension de la dureté donc, du travail pour vouloir se représenter. Donc, mais néanmoins, ce ne sont pas des mineurs, c'est lui-même qui le met en scène. Alors, un paysage qui est à la fois très art nouveau, vous voyez, on a il y a quelque chose de très moderne quand même. Toutes ces volutes, et puis en même temps, on est dans la réalité. Avec, vous voyez, vous avez bien le terril, vous avez les cheminées, et ici vous avez donc le chevalement qui permet de descendre. C'est ça, et c'est un de ses amis qui disait Carrière, ce sont des réalités ayant la magie du rêve. On a toujours les deux, mais toujours une base de réalité. Et alors, ce que je trouve assez extraordinaire dans ces affiches de Carrière, c'est aussi avec des moyens absolument limités. On est dans les blancs, les noirs, les marrons, les beiges, les gris, de pouvoir rendre à la fois les fumées et puis la densité du minerai en fusion. Alors on s'est demandé, ça descend dans les mines, on sait quand est-ce que c'est, mais on s'est demandé quand est-ce qu'il avait vu des scènes de fonderie. Alors pas avec de Villèze, et en fait la seule scène que nous avons identifiée, c'est la fonte, la première fonte du Penseur de Rodin, où Rodin avait invité Carrière et son fils Jean-René à assister à la première fonte. Voilà. D'accord. Je rêvais d'homme frère, et j'avais quoi, 15 ans, la démarche légère et le cœur palpitant. J'avais le regard clair d'un qui s'en va confiant. C'est sûr que j'allais faire bien mieux que ceux d'avant. La famine ou la guerre, c'est chose qui dépendent de décisions premières et du choix des vivants. La raison, la lumière guidait mes pas d'enfant qui allait mettre à terre tous les trop vieux tourments. Maintenant que l'hiver et ses nuages blancs et ses arbres austères se pointent à mon tournant, maintenant qu'il s'avère que j'ai fait largement à bord de la galère la moitié de mon temps, sans faire d'inventaire, sans jouer le bilan, je regarde en arrière, quelquefois, rarement, que d'amis, de compères, que de rires et de chants, que d'envie d'autres mers, que de soleil brûlant. Comme jadis et naguère, j'habite obstinément un lieu où le vulgaire se mêle aux bonnes gens, un pays de contraires, frileux et désolant, fermé dans ses frontières, et qui est bien pourtant. Lorsque me désespère son brunissant présent, je prends en solitaire le sentier montant. Là-haut, face au mystère venant du firmament, j'écoute l'univers et je salue le vent. Faudrait une manière de remerciement pour l'amour qui éclaire intérieurement la maison tout entière depuis bien des printemps. Pour tes yeux bruns ou verts, ça dépend du moment. Pour ta chanson d'hier, dans le soleil levant, pour l'heure où tes paupières se ferment doucement, pour la vie que l'on gère comme on peut bien souvent, pour la vie qu'on espère, pour la vie simplement.
apporte sa pierre dessus le bâtiment. La pauvre Primevère naît à chaque printemps. Étais-je une poussière ou bien un diamant qui fixe le critère, qui rend le jugement? J'avais l'âme sincère et mon petit talent. Est-ce qu'on exagère à vouloir le beau temps? Suivais-je une chimère? Suis-je trop innocent? Je rêvais d'homme frère, j'en rêve follement. C'était Michel Buller, Je rêvais d'homme frère. Oui, une magnifique chanson pour illustrer l'humanisme de Eugène Carrière. Vous avez donc écouté le premier tiers de cette entrevue avec on peut dire la conservatrice de ce tout petit musée, parce qu'il est vraiment minuscule, et toute petite pièce. Mais c'est propre, ça sent bon, et voilà, quand on se balade dedans avec cette conservatrice, on suce son pouce un peu. L'émission à Racaille, qui vous cause dans le poste d'Eugène Carrière, peintre et lithographe, avec un entretien, une entrevue, Sylvie Le Gracier qui gère ce lieu, en tout cas pas toute seule, c'est une association donc privée qui s'occupe de tout ça, qui cherche de la thune, voilà, pour faire vivre un musée, pour acheter des pièces aussi. Elle nous a raconté une histoire, elle va vous la raconter, je pense, dans cet entretien, puis quoi du conserver. Voilà. Allez, bonne écoute. Ouais. Et je me rappelle plus si c'est en ligne, mais justement, elle précisait qu'ils étaient 12 bénévoles. Il y a juste une femme, la première femme que j'ai eu au téléphone, qui est salariée. Sinon, ce sont des bénévoles. Des bénévoles, voilà. Et puis, si vous parlez de carrière ouvrier graphe, vous avez un autre volet qui est la lithographie d'art que Carrière va reprendre à partir de 1890. La lithographie industrielle lui permet de vivre, mais bon, c'est pas là où il peut se réaliser. Et vous avez donc ici 2 des 4 premières lithographies qu'il réalise donc dans un autre effectivement souci, avec la pierre qui accompagne celle donc de Jean René. Vous voyez qu'il n'y a aucun non plus souci de respect anatomique, on est dans quelque chose, et Carrière, sa vie durant, va se soustraire à la réalité. Il y a un joli texte où il parle justement qu'il est happé comme ça par ce goût de l'invisible. Alors on est en pleine époque aussi, je vous parlais des poètes et des penseurs qui ont quand même qui ont beaucoup structuré aussi sa pensée. Et vous avez ici, ça c'était une invitation pour une pièce de Tolstoï, La puissance des ténèbres, à une époque où les théâtres faisaient appel dans cette communion des arts à des peintres pour soit illustrer, donc faire les décors ou illustrer ou faire les invitations. Alors ici une eau forte d'une maternité qui va devenir un peu la marque de fabrique, Carrière peintre des maternités. Voilà. Et où il cherche toujours à rendre cet impalpable de la fusion entre là en l'occurrence la mère et l'enfant. Alors il ne faisait que des portraits de gens avec lesquels il avait une sympathie. Il y avait toujours cette dimension là. Alors peut-être sauf certains portraits de commande du tout début, parce que là il n'avait pas trop le choix, mais il y a toujours une dimension de connivence ou d'amitié ou de fusion. Il y a toujours quelque chose comme ça. Alors ici on est dans la partie donc consacrée donc à l'enfance. Le portrait donc de Jeanne, qui lui est un portrait de commande. Alors c'est amusant parce que ce sont
Ce sont des gens qui partagent aussi avec Carrière l'exil de l'Alsace, puisqu'après avoir habité Gournay, la famille Carrière repart, alors nous dit-on, dans le pays de sa mère, mais pas tout à fait le pays de sa mère, parce qu'on traverse pas le Rhin, et les Carrières optent en 1872, au moment où, pour revenir, pour rester français, et donc revenir quitter, abandonner en fait leur domicile, donc à Strasbourg. Et donc cette famille Stigelmann, puisque cet enfant c'est Jeanne Stigelmann, cette famille Stigelmann a à peu près le même parcours. Donc là aussi il y a une grande similitude. Et les parents de Jeanne importent des moutons. Voilà. Et alors ils ont des terrains, porte de Pantin, donc pas très très loin des abattoirs. Donc voilà, donc les moutons arrivent, hop. Et il y a une très très amusante lettre où Carrière, qui est quand même c'est un moment où les choses sont difficiles, hein, il déménage souvent à la Cloche de Bois avec la famille, c'est bon. Et alors il remercie de la belle dépouille en fait que les Stigelmann ont pu lui offrir. Voilà, donc voyez. Alors ça c'est un portrait très conventionnel. Alors néanmoins cet enfant qui était malade à ce moment-là d'ailleurs, et donc Carrière ne cherche pas non plus, néanmoins, bien que ce soit un portrait conventionnel, ne cherche pas non plus à l'embellir ou à la délivrer en fait de sa maladie. Carrière va abandonner petit à petit donc ces grandes toiles, ces grands portraits de commande, pour faire des tableaux qui sont beaucoup plus centrés sur l'émotion que seul un visage peut transmettre. Et vous avez ici donc cet enfant endormi qui est complètement à la fois dans le monde du rêve et dans le monde du sommeil. On est toujours chez Carrière dans la suggestion. Ici vous avez une étude que j'aime beaucoup, double portrait de père et d'enfant, et Carrière a été aussi quelqu'un qui a été précurseur dans cette... Alors il cherchait pas à l'être non plus, hein. C'était quelque chose qu'il vivait personnellement, il n'en a pas fait non plus un credo, mais de montrer que les pères aussi pouvaient avoir de l'émotion, exprimer leurs émotions avec leur enfant. Et puis toujours ces mains jointes. Alors ça, vous en avez les mains jointes, vous en avez partout. Et chez Carrière, il y a quelque chose de l'ordre... Bon, est-ce qu'on n'est pas dans plus que de la fusion? Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de l'étouffement, hein? Il y a, si vous voulez, de très beaux textes sur Carrière. C'est Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, je ne connais pas quelqu'un qui ait parlé plus justement de Carrière. Ça, c'est clair. L'an dernier, on a eu une exposition sur les élèves de Carrière. Donc, on avait ici un nu d'homme, très explicite, hein, un nu d'homme, et un nu d'homme et un nu de femme par Jean Puy et un nu de femme par Francis Jourdain. Et on a reçu des enfants, notamment donc de la Vie Nouvelle, donc très très diversifiés sur le plan donc culturel. Et on a eu des échanges sur le nu avec des enfants justement de culture musulmane et qui ont été, à mon sens, je me dis, bon, parfois on se demande à quoi on sert, mais on se dit là, on a servi à quelque chose. Alors Ima, qui est donc chargée donc, de l'accueil des groupes, voilà, a su faire passer aussi donc quelque chose qui fait qu'on a eu une petite fille, une petite Diaby, qui nous a dit l'échange a duré 5 bonnes minutes, hein, je ne regarderai plus les nus de la même manière, voyez. Donc on se dit là, petit, mais voilà, on a besoin de structures aussi de proximité où les gens peuvent poser des questions, ils n'ont pas peur parce que bon, c'est un grand truc, voilà. Et ça aussi, c'est important. Un type de 12 bénévoles, et qui permettent l'ouverture le dimanche, sinon on pourrait recevoir les classes. Toute la collection appartient à l'association. Et en fait, on a une convention avec la municipalité pour mettre à disposition donc les locaux. Voilà. Si
vous avez une toute petite scène qui représente les enfants carrière dans leurs différentes activités artistiques. Vous avez Élise qui est devenue peintre et qui est exposée d'ailleurs dans des galeries. Vous avez des petits violonistes. Vous avez Jean-René qui est en train de modeler donc de la glaise et qui montre quelle était justement cette vie très 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 libre. On a la relation d'une fille qui était amie donc des enfants carrière, mais qui venait d'une famille bourgeoise. Bon, et elle raconte le bonheur que c'était chez les Carrières. Les enfants parlaient, y compris quand les amis de leur père. Alors vous imaginez, vous avez Clémenceau, vous avez Rodin qui débarque, et voilà. Tout le monde prend part donc aux conversations. Donc tout d'un coup, on s'arrête, on va faire du théâtre d'ombre. Il y avait une très très grande liberté. On pouvait parler à table. Ça, c'est le truc qu'elle note et qui était voilà. Ici, vous avez donc deux paysages qui sont un peu éloignés, donc là on est à la fin des années 1870, peut-être 1880, et là on est sur la fin de la vie de Carrière. Donc la matière, vous voyez, va complètement évoluer de quelque chose d'un petit peu léché. Mais très libre en même temps. Tout à fait. Puis là, je crois qu'il y a aussi l'influence de Turner, que Carrière va découvrir à Londres dans les années 1877-78. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très très étonnant que le tableau. Ouais. Et puis celui-ci, donc, qui est une marine. Alors quand je disais que Carrière va s'absoudre de la réalité, vous voyez, donc une marine. Alors qui était par contre faite sur le motif. C'est pas une œuvre d'atelier. Il y a très peu de matière sur la toile. Hein, la toile est transparaît. Et puis cette substitution en fait de l'ombre et de la lumière à la couleur. Quand on lui a demandé quelle était une œuvre, ce que serait pour lui une œuvre magistrale, et donc il a dit une tache blanche où il y aurait tout. Voilà. Avec Carrière, on a une très grande proximité entre la lithographie, la photographie, parce que c'est quand même le médium qui sort de ce moment-là, et puis donc la peinture. Chez nous, les gens ont été tellement, je ne vais pas dire pollués, mais tellement envahis par l'impressionnisme que ils ne savent plus regarder d'autres choses. Voilà. Alors ici, on est dans la petite partie consacrée donc à la femme, avec des études de jambes. Alors ça, c'est un de nos derniers achats. Alors celui-ci est un dessin préparatoire pour un tableau qui est au musée d'Orsay. Voilà, on en a une copie ici. Qui s'intitule Après le bain. Bon, scène de bain. Vous voyez, on va trouver le mouvement général, bien qu'inversé. Voilà, ça fait un peu penser à Rembrandt. Le père de Carrière est donc originaire de Lille. Carrière a toujours été très influencé par Rembrandt, par Rubens, alors de l'autre côté par Velázquez aussi, mais il a ce goût effectivement pour ces maîtres hollandais, ce clair-obscur, les scènes intimistes, les scènes d'intérieur, et même en littérature. Il va adorer des gens comme Georges Rodenbach, vous voyez, des gens, donc effectivement, toute l'école, notamment symboliste belge, pour lui, c'est très, très important. Et à un moment où les artistes partent dans le sud, découvrent la lumière donc, du sud, Carrière, lui, où va-t-il? Il va à Mons, voilà, pays de mine. Vous avez un autre petit nu aussi qui est intéressant. Ici, on sait que c'est Sophie Carrière qui a posé, donc sa femme. Donc sa femme pour lequel qui a été un de ses premiers modèles. Et voilà, toute sa vie, Carrière est d'un amour
pour sa femme, c'est vraiment sa muse, ça, voilà. Et pour avoir lu, on va dire, allez, des centaines, peut-être plus même, de lettres de Carrière, à aucun moment je n'y ai vu une allusion qui laisserait penser qu'il y a eu d'autres femmes que Sophie. C'était vraiment Sophie a été l'amour de sa vie, oui, oui. Qui interprétait Les yeux de ma mère. Arnaud, qui est un chanteur belge, comme vous devez commencer à le savoir, l'émission Arracaille, qui va se terminer avec cet entretien que nous a offert la conservatrice de ce petit musée de Gournay-sur-Marne. Voilà. Ça, c'est une étude pour un tableau qui va être replacé dans le hall d'accueil du musée Rodin avec la réouverture de la collection permanente, donc qui est le théâtre de Belleville. Alors le théâtre de Belleville, une œuvre, peut-être l'œuvre magistrale de Carrière avec le portrait de Verlaine, un très grand tableau, je ne sais plus, il y a 4 mètres sur 3, quelque chose comme ça. Et Carrière qui fréquentait donc ce théâtre de Faubourg
Lui ne peint jamais la scène. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement donc les gens qui sont accoudés donc au balcon, qui viennent en famille, qui viennent avec le panier, les provisions, et puis qui manifestent voilà leur contentement ou non donc de la chose. Et ça donc c'est une des études pour ces femmes de faubourg. Leur carrière dessinait, c'est Lifort d'ailleurs qui le constate. Il dessinait pour certains pour des études préparatoires, mais il avait une sorte voilà, il fallait qu'il dessine. Hein, c'était bon, et comme c'était un art très spontané, voilà, il lui donnait beaucoup de qualité. Et oui, c'est Lifort qui raconte, il est en train de parler avec Carrière, et Carrière presque inconsciemment trempe son doigt dans un encrier, et puis sur peut-être une facture, un papier qui traînait, se met à dessiner comme ça, sans même comme si c'était une pulsion. Alors là, vous avez 1871, une des très rares œuvres d'art, en général, relative à la Commune de Paris. Et donc là, c'est une des toutes premières lithographies de Carrière. Vous voyez, donc on est dans un style complètement différent, mais c'est vraiment le jeune Carrière. Et donc on a le paysage parisien qui voilà, puis toute l'iconographie de la servitude, bon, bien entendu la mort, les poteaux d'exécution. D'ailleurs, on voit ici les pelotons d'exécution. Il a écrit sur la Commune? Non. Alors il n'y a pas participé parce que, comme il était engagé volontaire, donc il était prisonnier donc à Dresde. Et à ce moment-là, je crois qu'il revient. Il revient de captivité. Donc en fait, ce qui nous donne à voir donc de la Commune, c'est soit des témoignages peut-être oraux, soit des relations dans la presse, ou voilà. Cette lithographie des droits de l'homme, c'est aussi quand même un manifeste de sa conception donc des choses, mais ce qui n'est pas très très étonnant, parce qu'il fera quand même le portrait de plusieurs communards, Blanqui, Rochefort, voilà. Ici, la Pitié. Alors la Pitié, deux femmes, donc une au-dessus, et qui tient en fait dans ses bras une seconde, donc on voit le front, elle se tient en fait le front dans la main, et puis donc ici. Alors ça, c'était pour la couverture d'un album qui serait presque d'actualité, parce que on est en pleine guerre russo-japonaise. Donc les deux empires s'affrontent pour des possessions, d'ailleurs je crois que c'est même toujours pas réglé. Et il y a un journal, Le Gaulois, qui lance une souscription pour venir en aide aux victimes russes, blanches. Voilà. Et Anatole France et Carrière, justement, au nom des principes d'universalité et d'égalité donc entre les hommes, dit une victime est une victime, quelle que soit sa provenance, quelle que soit et donc ils prennent la tête d'un comité d'artistes, une quarantaine donc de peintres, dont Claude Monet, je crois près de 10 écrivains, il y a Jules Renard, Sully Prudhomme, des gens comme ça, et donc il faut un album qui célèbre à la fois le génie japonais. Il faut dire aussi que Carrière est un collectionneur, possède quelques estampes japonaises, à l'instar d'Edmond de Goncourt, de Clémenceau, de Claude Monet. Donc il connaît quand même l'art japonais, et c'est quand même une source d'inspiration importante. Et en même temps, donc il célèbre le génie russe avec la grande figure qui est Tolstoï, qui marque donc l'époque. Ce comité d'artistes se réunit. Les artistes vendront donc leurs œuvres donc au bénéfice donc des victimes. On ne sait pas par contre donc à quoi a servi très précisément donc la somme récoltée, mais voilà, c'est intéressant. C'était une prise de position donc de ces gens, voilà.
Grand meeting qui se tient à la salle du Trocadéro, dans le vieux Trocadéro. Carrière, il prend la parole. Une parole un peu difficile parce qu'il n'est pas habitué. Et il fait un très 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 beau discours, un peu dans les veines qu'on a là. Et dans l'assistance, on a Clémenceau, on a Jaurès, on a les grandes figures. L'Aurore, l'affiche de lancement pour le journal de Clémenceau. On est en octobre 1897. C'est une allégorie en fait de la vérité en marche, reprenant une phrase donc d'Émile Zola. Et voilà, cette affiche va être baladée dans tout Paris, montée sur des voitures à chevaux pour faire le lancement du journal. Et quelques semaines plus tard, Zola écrit dans l'Aurore donc son fameux J'accuse. Voilà. Alors l'affaire Dreyfus, elle est très importante dans le parcours de Carrière parce que on a vu avec les droits de l'homme, il y avait Carrière avait cet intérêt pour à la fois l'individu isolé qui va qui est confronté justement aux machinations donc d'État, et l'affaire Dreyfus va vraiment lui permettre d'être dans un certain camp, et puis il va s'engager sans arrière-pensée, il assiste à la dégradation de Dreyfus tout à fait involontairement, il passe par là. Et alors là, les cris de haine, les cris antisémites de la foule, le révulsent. Et comme c'est un familier des rédactions donc, de Clémenceau, il va, il va très vite avoir connaissance, probablement par Bernard Lazare, qu'une machination, donc une manipulation de pièces. Et alors il écrit des choses aussi tout à fait admirables à ce moment-là. Il est un des premiers signataires des pétitions dites des intellectuels, et donc il connaît, il côtoie Zola, Picard, dont il fait un portrait. Et nous sommes très heureux, c'est que nous venons d'acheter un portrait de Picard par Carrière. Un grand collectionneur américain de tableaux de Carrière, qui est un monsieur, d'abord, le premier tableau qu'il a acheté était un faux. D'accord. Et après, donc, je pense qu'au départ c'était une démarche spéculative en se disant, bon, c'est un petit maître, la cote va monter, hein. Sauf qu'il est tombé amoureux de l'œuvre de Carrière, et puis il en a accumulé beaucoup. Il nous en a prêté d'ailleurs, il nous a offert une tête de Sophie Carrière, voilà. Les tableaux donc du coup sont les plus anciens. Là, vous avez une nature morte. Alors, on a vu quelques paysages qui sont très 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 rares chez Carrière. Sur à peu près 2000 tableaux, on va en compter une cinquantaine de paysages. 2000 tableaux quand même. Oui. Et les natures mortes sont encore plus rares, tout à fait. On a aussi une volonté donc du peintre que le spectateur soit aussi acteur du tableau. C'est-à-dire de ne pas lui donner quelque chose de tout cuit donc dans le bec à regarder, mais qu'il puisse aussi interpréter donc les choses. Et donc ça, c'est dans cette femme à la couture. Alors on est toujours dans de la réalité, hein. Il y a bien la fenêtre qui est matérialisée par la croisée, la lumière qui rentre, cette femme, la tête, son ouvrage qui est posé sur elle, et en même temps on n'est pas très très loin de l'abstraction. Jusqu'à un moment, il comprend qu'il se coupe du grand public, qu'il se coupe de ses premiers amateurs, ceux qui ont bien aimé ces jolis portraits d'enfants qui passaient bien. Et voilà, donc il y a, mais comme il le dit, il veut, alors, il est malade aussi, donc il sait que son temps est compté, hein, donc il veut se consacrer, et c'est pour ça qu'il part à Mons, à ce qu'il appelait sa recherche indépendante.
Voilà. Et c'est cette recherche indépendante, ces tableaux qui vont de plus en plus dans la monochromie et qui frôlent donc l'abstraction. Et alors par contre cette monochromie, c'est quelque chose qui va auquel donc un jeune artiste qui arrive à Paris, qui est Picasso, va être sensible, puisqu'il écrit à un moment, avant de partir à Paris, dans un journal à Barcelone, qu'il vient à Paris voir 3 artistes qui comptent pour lui, Puvis de Chavannes, Rodin et Eugène Carrière. L'atelier de Carrière était absolument ouvert à tous ceux qui voulaient venir, notamment aux jeunes artistes, et surtout bienveillant à la jeunesse. Alors, la petite salle Rodin. Alors ici, vous avez donc cette amitié Rodin-Carrière qui démarre dans les années 1880 et qui va vraiment faire que les deux hommes vont se découvrir sur le plan artistique, mais également c'est une très 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 grande amitié. Alors là, vous avez l'affiche que Carrière fait à la demande de Rodin pour l'exposition Rodin Place de l'Allemand en 1900. Alors Rodin était très très content donc de cette affiche. Alors, ils ont partagé aussi tous les deux donc ce plaisir donc du corps de la femme, et donc vous avez ici voilà un double nu par Carrière. Alors les deux artistes ont été les têtes de pont de l'art indépendant. Et vous avez ici 2 caricatures donc de l'assiette au beurre, qui sont des caricatures pas bien méchantes, parce que par ailleurs il était question d'un projet, c'est Grandjouan qui écrit à Carrière qu'il veut faire une double page pour un numéro sur le tsarisme. Et donc il voulait une illustration par Carrière et un texte d'Anatole France. Et en fait, Carrière était malade, je pense, n'a pas donné suite donc à la proposition donc, de Jules Grandjouan. Donc Carrière est brocardé, mais enfin, il restait quand même dans les gens dont on savait qu'on pouvait compter sur eux. Et puis, on doit beaucoup à Rodin, puisque c'est quand même le premier président de la Société des Amis d'Eugène Carrière. Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs, dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne, mais dans 20 ans, pour elle je ne serai plus personne. Merde à Vauban. Bagnard je suis, chaîne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant, moi je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban. Bagnard ici, les demoiselles, dans l'île de Ré, s'approchent pour voir rogner nos ailes. Dans l'île de Ré, ah que jamais vienne celle que j'aimais tant, pour elle j'ai manqué la belle. Merde à Vauban. Bagnard la belle, elle est là-haut dans le ciel gris, elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi je suis au mitard avec elle, tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle. Merde à Vauban. Bagnard, le temps qui t'en s'allonge, dans l'île de Ré, avec ses poules tente ronge, dans l'île de Ré.
Où sont ses yeux, où est sa bouche? Avec le vent, on dirait parfois que je les touche. Merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai d'en dessous mes planches. Merde à Vauban. Merde à Vauban, interprété par Marc Augeret. Oui, en mémoire de tous nos camarades anarchistes de la commune particulièrement, internés là-bas, et puis aussi de Dreyfus que Eugène Carrière a défendu avec acharnement, un des premiers à le défendre d'ailleurs. Voilà. Bon voilà, là on a fait en fait le tour de ce petit musée, de cette exposition. Donc en fait maintenant, il faut y aller. Il faut y aller. Vous avez eu l'audio. Maintenant, il faut quand même les voir, ces œuvres, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant aussi, c'est de les voir justement. Si en plus avec le discours de cette conservatrice dans la tête, je pense que c'est une visite qui risque d'être vraiment intéressante. C'est un petit musée qui est ouvert le dimanche après-midi de 15h à 18h. Donc c'est à Gournay-sur-Marne. On peut s'y rendre avec le RER A ou le RER E. Savoir que depuis le RER A, c'est la station Noisy-Champs, qu'il faut compter une bonne trentaine de minutes de marche à pied. Voilà. Si on se trompe pas. Hein. Si on se trompe pas. Comme nous. Là, on traverse les villes nouvelles jusqu'à arriver au bord de Marne de Gournay, où là, c'est tout joli, c'est des belles maisons. Enfin, on a quitté la ville nouvelle, quoi. Oui, tout à fait. Et en sortant du musée, vous sortez du musée à gauche et vous arrivez à la Marne. À la Marne, là, vous allez à droite encore et vous arrivez à Cappuccino. C'est une pizzeria italienne, mais vraiment italienne, hein. Assez bruyante d'ailleurs, mais où on mange pour un prix correct. On peut vraiment bien manger. Voilà. Ouais, la salle est un peu grande, un peu bruyante, mais les portions sont généreuses. Le service est assez rapide, tout le monde court là-dedans. Alors voilà ce qu'on pourrait rajouter. Donc Eugène Carrière, toi t'aimes pas trop les dates, mais je vais les dire quand même. Oui, c'est 1849-1906. Il est mort donc assez jeune, à 57 ans. Il était malade. Il est mort dans son atelier de la Villa des Arts à Montmartre, et qu'on peut voir ses œuvres en dehors de ce petit musée. Il y a certaines œuvres qui sont à Orsay, et pour des auditeurs globetrotters, il y a des œuvres à la Tate Gallery à Londres ou à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, au Musée d'Art moderne de New York. Bon, après la rediffusion de cet entretien et des bons souvenirs qu'on a gardés de la visite à ce musée, les expositions, donc cette exposition aujourd'hui qui dure jusqu'au 30 mars 2025, Eugène Carrière, peintre et humaniste. Alors je précise que le musée est ouvert le dimanche de 15h à 18h, mais qu'il est toujours possible de prendre rendez-vous avec Sylvie Le Graciet pour faire des visites privées. Autre exposition, La Vache Bleue, Les Invisibles, jusqu'au 27 octobre. Ce sont vendredi, samedi, dimanche, trois week-ends pour découvrir ce petit monde des invisibles, c'est-à-dire les insectes, les champignons, les vers de terre, de très belles installations dans ce lieu magique qu'est La Vache Bleue. Harriet Backer, La musique des couleurs, c'est au musée d'Orsay jusqu'au 12 janvier. Surréel, la galerie Kaléidoscope, du 5 jusqu'au 30 novembre. Thierry Loulet, à la Galerie Estade, place des Vosges, jusqu'au mois de novembre. À la Galerie Claire Corsia, jusqu'au 26 octobre. Johanna Flatto, une peintre polonaise avec une facture très expressionniste. Marie Chillon, Le vent se lève, une exposition de gravure. Agnès Dubart sera à Châtillon pour la première biennale de gravure, une grande exposition prévue à Châtillon en banlieue parisienne. Alechinsky à la Fondation Bogossian à Bruxelles jusqu'au 16 mars, que j'ai eu la joie de découvrir avec mes séjours en Belgique. Donc une magnifique exposition à la Villa en Pin. Donc en plus la Villa en Pin est un bijou de l'art déco qui a été rénové grâce à la Fondation Bogossian et qui a gardé tout, qui a respecté toute la facture originale de cette villa, avec une piscine, avec des grilles, vraiment un style art déco typique, vraiment très très beau, et une belle exposition à Alechinsky avec une centaine d'œuvres, donc un petit régal. Et les
Salon des réalités nouvelles. Donc c'est cette semaine, c'est à partir de jeudi, c'est du 17 au 20 octobre 2024. Il y a 3 lieux d'exposition. Il y a l'espace Comines, dans laquelle on peut retrouver Sophie Villoutrex-Brageux, qui expose à l'espace Comines, le réfectoire des Cordeliers, où il y aura Marie-Christine Béguet au réfectoire des Cordeliers, et il y a la galerie Abstract Project, qui est rue des Immeubles Industriels. Et le réfectoire des Cordeliers, c'est où? Le réfectoire des Cordeliers, c'est rue de l'École de médecine, dans le 6e arrondissement. Donc les expositions commencent jeudi à partir de 11h, c'est 11h-20h, et dans l'espace Comines et le réfectoire des Cordeliers, il y a des vernissages à partir de 18h. Des vernissages? Un vernissage à l'espace Comines et un vernissage au réfectoire des Cordeliers. 2 lieux que je ne connais pas et que j'irai découvrir avec grand plaisir. Au musée d'Orsay commence l'exposition Caillebotte, c'est son regard sur les ouvriers, en fait, les hommes au travail. Et une exposition au Louvre, ce qui s'appelle les figures du fou, qui a l'air vraiment passionnante, avec toutes ces images de fous. Les fous d'hier sont-ils ceux d'aujourd'hui? Et j'ai pu feuilleter à la bibliothèque de Montreuil justement un magazine Beaux-Arts où il parlait assez longuement de cette exposition. Et ben ça donne quand même très très envie. Bon. À partir du 18 octobre jusqu'au 16 février, une exposition Jacques Prévert, le rêveur d'images au musée de Montmartre, un lieu qu'on apprécie toujours beaucoup. Voilà. Donc on va probablement y aller. Ouais. Donc effectivement, Jacques Prévert est quand même multicarte. On le connaît poète, on le connaît metteur en scène, on connaît ses collages. Donc je pense que cette exposition et qui est faite à l'occasion de la célébration du centenaire du surréalisme, propose pas mal d'œuvres de Jacques Prévert. Donc je pense que c'est à voir, effectivement. Le culturel de la semaine. Alors, moi j'ai regardé un documentaire sur Arte sur l'œuvre de Camille Claudel, Sculpter pour exister. Je suis assez partagée. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit beaucoup de sculptures de Camille Claudel. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu effacées sur sa vie, sur ce qu'elle était profondément, même s'il parle d'une femme puissante. Il manque quelque chose sur le fait qu'à la mort de son père, par exemple, qui la soutenait énormément, cette mère, en fait, n'a pas du tout soutenu son travail. Il parle très peu de son frère Paul Claudel. Il dit juste qu'à un moment, il lui propose de l'argent, alors que quand même, ce frère a tout fait pour qu'elle reste enfermée aussi longtemps. Elle attendait qu'une chose, c'est qu'on la sorte de là, qu'on vienne la voir, et ça n'a jamais été possible. Donc, je sais pas, il y a des choses qui me gênent un peu, même par rapport à sa relation avec Rodin. Ça me manque de subtilité, d'empathie. Enfin, je sais pas. Le seul plaisir, c'est de voir. On peut dire que Rodin a eu beaucoup d'empathie pour Camille. Non, après, il l'a quand même soutenu un peu plus quand elle était enfermée, oui, bien sûr. Et aussi, ce qu'on voit, par contre, c'est quand même tout le lien qu'elle avait aussi avec des sculpteurs femmes là qu'elle a rencontrés quand elle était en Angleterre et qui sont venus après étudier dans l'atelier de Rodin. Et donc, une des images qu'on voit à la fin, où c'est Jessie, j'ai oublié son nom de famille, qui vient la voir. Jessie James. Elle s'était pas vue depuis 40 ans. Et il y a toujours cette image là qui est bouleversante, où on voit Camille Claudel comme une petite vieille assise dans cet asile. Et donc, ça, Jessie qui est à côté d'elle, et cette image de Camille Claudel, elle ressemble, c'est comme un sac vide, quoi. Elle a perdu toute la fougue, toute la puissance créatrice qu'elle pouvait avoir. En fait, ces années d'internement l'ont complètement aspirée, quoi. C'est terrible, 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 quoi. Et toi, tu as vu des docs sur Alechinsky? Oui, des docs. Moi, j'ai tout vu. Toi, tu n'as pas eu le courage d'aller beaucoup plus loin. Moi, je suis un espèce de maso parfois. Et bon, voilà, Alechinsky, évidemment, son œuvre impressionne, ça, aucun doute, mais il faut se méfier des impressions. Parce que, si vous voulez, Alechinsky, c'est un peu comme Picasso à la fin de sa vie, c'est des gens qui se répètent beaucoup dans le style, voilà, et bon, et c'est un petit peu, je dirais pas lassant, parce qu'il y a toujours des couleurs, il y a toujours des choses comme ça, mais un petit peu asphyxiant quand même, voilà. Ma camarade a ramené un catalogue de Bruxelles que je vais feuilleter, qui a l'air intéressant, mais là aussi, il y a eu donc un qui dure 1 heure, presque 2 heures, et un autre qui dure plutôt une demi-heure, 3/4 d'heure, et qui explique la reproduction papier
des œuvres peintes. Ça, c'est intéressant si on fait un peu attention, parce que les catalogues, c'est pas pour retrouver l'éclat des originaux, ça. Dreger n'existe plus, qui, lui, cet imprimeur, refaisait des passes il imprimait en 10 couleurs, 12 couleurs pour approcher au maximum de la couleur originale, quoi. Mais là, maintenant, c'est plus du tout le cas, et il démontre là, dans ce doc sur la reproduction des œuvres d'Alechinsky, les dégâts que la reproduction couleur papier peut infliger à l'œuvre, quoi. Et d'ailleurs, moi qui ai vu cette exposition, j'étais très enthousiaste, parce qu'effectivement, c'est des grands formats, des couleurs, ça nous emporte par la structure des tableaux avec un motif central, des petites vignettes tout autour. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui nous embarque là-dedans. Et quand j'ai vu le catalogue, je me suis dit, mais c'est pas tout à fait ça que j'ai vu dans l'exposition, quoi. Non. Donc c'est pour une mémoire quand même des œuvres qu'on a pu voir, parce qu'évidemment, il y a une telle preuve là, Dominique, 100 œuvres, on ne peut pas se rappeler les 100 œuvres comme ça tout d'un coup. Donc c'est un outil de mémoire plus qu'autre chose, quoi, parce que ça n'a rien à voir avec les originaux, évidemment. Mais bon, Alechinsky a maintenant presque 100 ans, et donc toujours vivace, il produit toujours. Moi ça m'étonne. Oui, ça m'étonne parce que c'est. Mais en même temps, il y a une espèce de vitalité et puis aussi c'est si vous voulez, c'est une reproduction permanente de ce qui s'est passé avant. Et voilà, il n'y a pas une véritable découverte tardive d'un autre style ou d'une autre manière de s'exprimer. Voilà, il est dans le ronron. Ouais, mais là l'exposition s'appelle Le Pinceau Voyageur, et il y a aussi le petit film qu'il avait fait justement quand il est allé au Japon, qu'il a suivi la calligraphie. Donc il y a tous un petit film sur la calligraphie japonaise avec les boutiques, avec les pinceaux. Enfin, toi tu disais qu'il avait le même pinceau depuis tout le temps. Et c'est un pinceau que lui a offert, je crois, justement, un peintre japonais quand il est allé au Japon, et il s'en est toujours servi, quoi. Parce que ouais, c'est avec des poils, c'est un pinceau avec des poils de chèvre, mais des poils de chèvre qui sont si fines. Radio Soupente, la station de Rapin, 100 fois 100 lois et 100 courbettes, qui émet depuis un Garni et diffuse sur internet aracaille.fr. Garni ou Terrier, ou Soupente, allez savoir. Et le salut à nos aminches, Claude et André de la Nation, qui va bientôt, dont l'appartement va bientôt s'enrichir de la présence d'une jeune architecte. Voilà. Elle a du pot d'ailleurs, parce que bon, c'est quand même un lieu magnifique d'histoire de Paris. Claude et William, nos poteaux de Brest, en Bretagne. D'ailleurs, Claude et William, j'ai vu un doc super sur la Bretagne, dont on ne parle pas dans l'émission, mais quand même, qui m'a réconcilié avec les Bretons. Parce que j'ai appris dans ce doc une tragédie bretonne, c'est-à-dire l'empêchement par la République de parler en breton dans les écoles, etc. Alors, ce qui fait qu'il y avait des petits Bretons qui parlaient français, et leur grand-mère, elle parlait uniquement breton. Ça a provoqué des choses, quand même. Et c'est vraiment un traumatisme pour la Bretagne. Et d'ailleurs, dans les écoles, c'était marqué « Interdit de cracher par terre et de parler breton ». Vous voyez un petit peu ces deux choses en même temps, ça signifie beaucoup. Bon, c'est bien, tout arrive à point, qui sait attendre, tu t'es réconcilié enfin avec les Bretons. Oui, grâce à ce doc. C'est pas grâce à moi. Hein. Qui est bouleversant. Non, grâce à ce doc qui est bouleversant. Et aussi, dans ce doc, il y avait aussi l'apparition des gens comme Alain Stivell, avec des concerts où vous voyez des milliers de personnes qui participent au concert, c'est vraiment extraordinaire. Bon, ceci dit, nous passons à la suite. Jean-Paul Souvraz, notre peintre, un grand peintre de coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, dont on aime et l'œuvre et la personne. Claudine, une camarade à ma camarade Piquécou, qui, comme ma camarade Piquécou, verse
dans l'art d'une manière pratiquement professionnelle. Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, 3 artistes qu'on fréquente épisodiquement, ma camarade plus, et qui sont vraiment un petit trio fabuleux. Juliette Planck, de graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer. On se demande pourquoi d'ailleurs. Sophie Villoutrex-Brageux, une graveuse émérite, peintre aussi, qui a organisé cette exposition à la Vache Bleue. À la Vache Bleue, voilà, depuis ma camarade Piquet-Cou. La Vache Bleue, c'est vraiment, on dirait que c'est vraiment... Bref, c'est beaucoup. Et la rencontre avec Sophie qui a été assez formidable. Oui, merci Sophie. Clément, le graveur Sinoc, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épingle, mais vraiment c'est un cas, il faut le connaître, l'approcher au moins une fois dans sa vie. Après on s'en remet plus. Agnès Dubar, une graveuse lilloise, à l'origine, on l'a découverte à Lille dans son petit atelier, voilà, qui après a pérégriné en Ariège. Et en Bretagne. Et maintenant qui a posé qui a planté sa yourte en Bretagne. Thierry Morciot, un graveur bruxellois dont on a dans la mémoire l'éblouissante œuvre gravée sur cuivre. Alice Amoroso, une très jeune graveuse qui vient d'avoir son diplôme, très jeune des arts déco, et qui vraiment nous éblouit à chaque fois qu'on la rencontre. Raoul Villoula, un camarade de travail de cette jeune Alice Amoroso, qui n'en est pas moins un grand graveur, peintre aussi. Colette et Jacqueline, 2 veuves d'artistes, de grands artistes. Colette pour Odon, qui était plus un plasticien qu'un peintre, et Jacqueline, la compagne de Raymond Imbert, qui est le maillon manquant, le chaînon manquant entre la peinture figurative et la peinture abstraite. Et qui peignait aussi de temps en temps en Bretagne, voilà, à Porspoder. À Porspoder, sur la plage, il avait la phobie de l'eau, mais alors il posait une feuille de papier assez grande sur le sol, et là le sol c'était plutôt des galets, et il peignait comme ça. Et il était tellement absorbé par son boulot qu'il s'est retrouvé cerné par la mer, et il était paralysé, comme un bloc. Il a fallu qu'on aille le chercher pour le faire sortir de là, parce qu'il ne pouvait pas. Ouais, c'est Jacqueline qui nous a raconté tout ça. C'est extraordinaire. Il fallait voir les trucs, les œuvres de Humbert sur papier. Je vous dis qu'il couchait par terre le papier et il peignait par-dessus avec à la fin de sa vie son pinceau. Il avait 4 poils, quoi. Mais c'était quand même. Voilà, il y a des rangs. Il a été quand même pris. Académie machin Médicis là. À la Villa Médicis. À la Villa Médicis, il a 20 et quelques années, mais il s'en est vite sorti parce qu'il a rien gardé de ce qu'il avait fait. Il s'ennuyait un peu là-bas. Hein? Il s'ennuyait un peu. Ah oui, alors si bien qu'il s'était tiré avec ça, parce qu'il était avec sa jeune épouse, et ils en avaient tellement marre qu'ils s'en barraient, mais alors, c'est que 3 mois d'absence après, ils ont reçu une note comme quoi s'ils ne rentraient pas dardard à la Villa Médicis, on leur supprimait les crédits. Et c'était Balthus qui était là à l'époque, c'est pas ça? Ouais, c'était Balthus le patron. Et alors Balthus qui était un géant, et puis Raymond Imbert qui était pas très grand, les voir côte à côte, ça c'est drôle. Et voilà, ils sont rentrés parce qu'il faut dire qu'ils ont économisé pendant 3 ans, parce qu'ils sont payés en même temps. Et puis comme ils sont nourris, logés gratos, ils ont économisé tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils gagnaient, ce qui leur a permis à leur retour à leur retour d'Italie, de s'acheter une petite maison à Laduz et un terrain magnifique. Et c'est là qu'ils... Liliane et Laurence, 2 écrivaines dont il ne reste plus qu'une, Laurence, l'autre ayant fait ses mal, si on peut dire ça comme ça. Voilà, Laurence, évidemment, de se retrouver seule après des dizaines d'années de collaboration avec sa sœur, a un peu de mal à raccrocher les wagons. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, toujours en forme. Voilà. Marie-Christine et Christophe, 2 militantes chez Militantes Tumult. Cécile, tu la sens, ma 5e puissance. Oui, Cécile, on la sent.
Ah, la flamboyante aussi, on calme, qui anime 2 émissions le mercredi après-midi sur une radio omni, 2 émissions, une consacrée aux enfants et une consacrée aux parents. Et comme c'est une ancienne enseignante, notre rousse flamboyante, la qualité de ces émissions est assurée. Anne-Isabelle Aubin, une peintre de Coudekerque, non, pas Coudekerque, je me mélange les crayons, une peintre de Bourron-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte de Florence Quenu, une ancienne la Fondation du Buffet. De la Fondation du Buffet. On peut dire que c'est pas rien du tout. Dominique Polladardo, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, et dont on chérit le souvenir, ainsi que de sa maman, Thérèse Franco. 2 galéristes qui ont fait bouger un petit peu si vous voulez, le popotin de la, comment dirais-je, des artistes parigots, tête de veau. Voilà. Marie Dognaud, qui manage la galerie Kaléidoscope, et dont les 6 messes sont toujours bien garnies. Antoine Manoury, des Champignons, c'est un petit groupe de musicos adoré de ma camarade Pécacho. Ouais, pas de nouvelles d'Antoine depuis un moment. Voilà. Alors Antoine, bouge-toi un peu, parce que là, c'est moi qui supporte bon. Anna Siloracka, une peintre polonaise, une amie de ma camarade Pécacho, une artiste peintre magnifique. Et un petit coucou à Virginie Micucci, non? Ah bah oui, Virginie Micucci, dont on a vu une petite expo, mais alors vraiment sympa. Et là, j'ai expliqué à une autre copine, à Corinne, qu'il y a chez certains artistes, on ne sait pas quoi vraiment en dire, mais qui vous font bouger les choses, quoi. Il y a un truc. Et si vous voulez, elle exposait avec 2 autres artistes, qui n'étaient pas non plus des mauvais, mais le travail de cet artiste Melucci, qui est une sœur jumelle d'ailleurs, qui est aussi artiste peintre, mais chez celle qu'on a visitée dans cette petite galerie du Faubourg Saint-Antoine, a un truc. Et c'est ce truc qui fait la différence entre rien du tout et quelque chose. Ouais, et comme tu disais, un petit coucou à Nour qui nous écoute régulièrement, surtout le billet politique, et qui nous soutient sur notre travail sur la Palestine. Depuis des années. Depuis qu'on était à la radio, donc ça fait très très longtemps. Merci Nour, c'est très sympa tes petits mots. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracaille.fr. On se termine avec Faut vivre d'Amélie Smel. Salut les copines, salut les copains. Salut à tous.